Bonjour tout le monde. Content de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes pour la dernière présentation de la journée. La présentation va être en français. Le contenu est traduit. So for the English guys in the room, all the content is bilingual, translated on the slides. The presentation will be only in French. But if you want to ask me a question at the end, that's okay. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien Highlands, qui est le président de Kevric, qui est le client pour le projet. Je vais faire un tour d'horizon des différents joueurs. Sébastien va venir faire un petit segment en début de présentation pour ce qui est l'orientation client, les initiatives qui ont été mises sur pied, la vision du client pour mener à terme ce projet-là. Le projet, on parle d'un projet de réflexion, d'un projet de réflexion majeure d'une enveloppe de murs rideaux. Donc, le bâtiment, c'est le 600 de la Gauchetière à Montréal, qu'on voit presque d'ici d'ailleurs quand on sort du Palais des Congrès. Donc, on va commencer rapidement. Je vais vous expliquer vite qui je suis. Donc, mon nom est Marc-Olivier Hood. Je suis le directeur du groupe Sciences du bâtiment pour le Québec chez WSP. J'ai une formation de technologue en architecture, donc j'ai gradué du cégep il y a environ 15 ans maintenant, et dès la sortie du cégep, je me suis exclusivement orienté vers des postes et des projets en enveloppe du bâtiment. Donc, je suis membre de l'Ordre des technologues. Je suis aussi membre de l'Association canadienne d'experts conseils en patrimoine. Et ici, à la base, on voit quelques projets d'exception que j'ai faits jusqu'à maintenant. Et il va y avoir un 5e spot ici pour le 600 de la Gauchetière prochainement. Aussi, avant d'aller plus loin, bon, c'est la dernière présentation de la journée. Peut-être que vous êtes un petit peu rouillé. Je me suis lancé un défi, donc de cacher certains items dans la présentation. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport et qui aime beaucoup le cinéma. Donc, j'ai caché quelques items. Libre à vous de les identifier pendant la présentation. Petite description rapide de WSP. En sciences du bâtiment, on est une division qui est pan-canadienne. On a 280 experts au Canada pour le moment, avec différents bureaux au travers des différentes provinces. Seulement en Ontario, on est 180. Et le chiffre au Québec ici est faux, mais on est environ une vingtaine là, maintenant qui travaillent au bureau de Montréal. Rapidement, avant de passer à Sébastien, voici la table des matières du projet. Ce que je vous propose, c'est d'y aller vraiment avec une présentation sous forme d'entonnoir. On parle très général du projet et on raffine de plus en plus technique pour faire vraiment un deep dive là, dans le projet. Donc, Sébastien, je vais te passer la parole. Oui, merci Marc-Olivier. Salut tout le monde. Sébastien Highlands, président de chez Kevric. Peut-être juste un petit survol si jamais vous n'êtes pas familier avec Kevric. Là, on est une organisation que ça fait environ 30 ans qu'on existe. Vous voyez au bas de la page ici la série de projets qu'on a fait. Là, on a fait des projets majoritairement au Québec, ici à Montréal en particulier, un dans la région d'Ottawa, puis on est très actifs aussi à Toronto. Je dirais la moitié des projets puis du portefeuille qu'on a été ou sommes présentement propriétaires est divisé entre les deux provinces, puis vraiment très majoritairement dans le secteur du bureau. Une chose qui est très particulière de nous autres, c'est que de la réflexion / la transformation, redéveloppement d'immeubles, c'est quelque chose qu'on a fait time and time again. C'est même là-dedans qu'on a commencé. Donc, c'est quelque chose en quoi on croit beaucoup, qui est quelque chose qui est comme complexe, mais qui vaut le mal de tête, là, honnêtement. Là. Et le 600, c'est vraiment notre projet qui pousse ça le plus loin possible, surtout dans le contexte économique actuel là, ou dans le contexte économique dans lequel ce projet-là a évolué. Donc, c'est ça qui est super intéressant de pouvoir vous le présenter aujourd'hui, particulièrement pour WSP. Donc, qu'est-ce que c'est le 600 en tant que tel? Il faut se dire, c'est un immeuble qui a été construit dans les années 80. Okay? Nous autres, on a acheté avec nos investisseurs en 2019 dans un marché de bureaux qui allait très, très, très bien. Marché de bureaux, ce qui n'avait pas vraiment d'enjeu de conviction puis qui manquait essentiellement d'inventaire, excusez-moi, à Montréal. Une tour qui était excessivement bien placée, une tour qui avait, appelons-le, des fundamentals qui étaient incroyables parce que la tour a été conçue comme un siège social pour une banque. Ce qui veut dire que, dans le fond, tes bonds de cet immeuble-là étaient excellents, mais que veut pas, il y avait 45 ans d'art puis d'usure qui en faisaient partie et 45 ans aussi d'évolution du contexte urbain autour. Là. Fait que le centre-ville, Square Victoria, Palais des Congrès, toutes ces choses-là, quand ça a été construit en 1983-85, ça n'existait pas du tout dans le monde d'aujourd'hui. Fait que l'immeuble, quand on le regardait, il était vraiment upside down par rapport à ce qui aurait dû logiquement être si tu l'avais construit à neuf. Puis là, on s'est dit, OK, c'est pas juste une réflexion de façade qu'on fait, là, mais vraiment, nous, on veut arriver au marché. On sait qu'on achète un immeuble qui est en train de se vider.
considérant que Banque Nationale avait déjà commencé à construire son nouveau siège social à ce moment-là. Donc, on savait qu'on achetait un immeuble qui allait être neuf, ce qui donnait aussi une opportunité pour venir ramener au marché un immeuble qui serait de nouvelle génération, puis équivalent à une nouvelle construction. C'est vraiment ça l'objectif qu'on s'est donné. Et une grosse portion de cette transformation-là, c'était la modernisation du mur rideau de cet immeuble-là, qui avait un défaut de conception dont Pierre-Olivier va vous parler en beaucoup de détails, je suis sûr, qui avait très peu de lumière naturelle qui rentrait dans l'immeuble et qui avait une performance énergétique qui, franchement, était complètement pourrie par, l'usure puis par les matériaux d'origine. Fait que ça nous a vraiment permis de faire une transformation complète de cet immeuble-là, dont une grande partie, c'était ça. Va à la prochaine slide, juste pour être sûr. Oui. Pour vraiment livrer des nouveaux espaces de bureau équivalents à un immeuble neuf, encore une fois. Essentiellement, notre benchmark, c'était la nouvelle tour de la Banque nationale qui était au bord de la rue. Il fallait évidemment être capable de le livrer plus rapidement et à moindre coût pour livrer des espaces dans le centre-ville de Montréal sur le Square Victoria. Ça étant dit, easier said than done, surtout quand il n'y a plus personne qui veut rentrer au bureau. Donc, puis des représentants de notre entrepreneur général aussi est ici. On a eu, je vous dirais, multiples rondes de réingénierie de ce projet-là. Là. S'il fallait que je parle avec l'équipe d'origine en 2019 sur le projet, puis où est-ce qu'on en est, puis comment on a conçu le projet par après, je vous dirais, on a vraiment value engineer absolument tout ce qu'on pouvait sur ce projet-là, puis on a vraiment voulu explorer des méthodes d'exécution qui compteraient beaucoup des enjeux, je dirais, point de vue technique, mais aussi des enjeux de point de vue d'affaires. OK? Puis ça, c'est un élément qui est vraiment super important, qui n'est pas nécessairement relié à l'industrie de la construction, là, mais quand tu essaies de convaincre du monde de revenir au bureau puis que tu travailles dans un immeuble occupé, la dernière chose que tu veux, c'est donner des excuses au monde de ne pas avoir besoin de rentrer au bureau parce que tu as de la construction qui est trop bruyante, trop intrusive puis qui prend juste ultimement trop de temps. Puis ça, c'est vraiment un élément clé sur qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui puis qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui comme exécution. Et non seulement ça, puis ça, c'est pas relié au mur rideau, mais quand tu vas aux prochaines pages, on a vraiment travaillé pour reconnecter l'immeuble puis le rendre pertinent comme si ça avait été une construction neuve, ce qui veut dire orienté sur Square Victoria, avec un vrai lobby, avec des espaces communs qui connectent vraiment avec la rue, qui est toutes des choses qui sont, je vous dirais, jusqu'à juillet 2022, là, qui étaient inexistantes sur cet immeuble-là puis qui n'ont jamais été conçues en conséquence. Dernière slide. Donc, je veux parler rapidement. Là. Nous, évidemment, on est propriétaire développeur là, de l'immeuble, puis on représente le groupe d'équité qui est en arrière, mais qu'est-ce que je peux vous dire par expérience, c'est que la transformation d'existant, c'est du cas par cas à chaque fois. WSP a été un élément clé par sa connaissance du mur rideau puis de qu'est-ce qui est possible et non. Mais vraiment, il faut que je le souligne, là, ça a vraiment pris une énorme implication de tous les joueurs clés, là, ce qui veut dire nos professionnels, notre entrepreneur général et nous autour de la table pour être capable de développer cette solution-là. Parce que c'est pas vrai que c'est juste la firme d'architecture ou la firme de mur rideau qui aurait pu y arriver tout seul. C'était trop non conventionnel. 2, l'exécution venait impacter comment on allait faire le design. Ça a vraiment été un processus itératif qui a été très, très long. Puis, je suis convaincu que c'est un lesson learned très important pour la réflexion et la modernisation de tout le stock immobilier de toutes les grandes villes. Là, okay? Ça va être un casse-tête. Okay? Ça va être un casse-tête parce que ça va prendre des professionnels qui comprennent l'importance de prendre un step back puis vraiment d'apprendre puis d'avoir des discussions avec les autres professionnels qui sont autour de la table. Parce que c'est pas vrai que c'est un seul professionnel ou un seul expert qui va avoir toutes les solutions à ça. C'est trop imbriqué quand tu commences à jouer de l'existant et tu as besoin d'avoir un constructeur qui est très engagé dans le processus. Puis ça, je dois dire, vraiment, sur ce projet-ci, il faut que je le souligne. Là, on a été très... pas chanceux, là, mais on a travaillé de façon très diligente d'aller trouver ça serait qui l'équipe qui serait capable de livrer ce projet-là. Donc, sans plus, je vais laisser les experts en parler beaucoup mieux que moi, mais ça vous donne un peu un aperçu de la vision puis comment il a fallu qu'on mette ensemble ce projet-là qui devrait être fini par la fin de l'an prochain. Fait que la prochaine fois que vous revenez peut-être pour cette conférence-ci, là, vous allez voir, ça va être pas mal avancé. Bon, merci beaucoup. Donc, on va replonger dans le projet. Donc, les services qui ont été offerts par WSP, comme Sébastien le mentionne, moi, j'ai eu la chance d'être impliqué depuis très, très, très longtemps sur le projet à toutes les différentes étapes. Donc, je ne vais pas aller vraiment dans le détail. Ce n'est pas un speech marketing de WSP que je veux faire, mais c'est pour simplement vous expliquer qu'on est impliqué au niveau de la conception, au niveau de la construction, puis à chaque fois qu'il y avait un nœud technique, on était là pour accompagner l'équipe de professionnels. Bon, celle-là, c'est peut-être pas mon plus dissimulé, là, c'est quand même évident. Moi, je vous propose de faire un retour dans les années 80, en 1983 pour être exact, pour expliquer c'est quoi le contexte, OK? Puis après ça, on va commencer par simplement le début du projet. Donc, en 1983, j'ai dû faire des recherches parce que, malheureusement, je ne connais pas
les années 80 à ce moment-là, parce que j'étais pas né tout simplement, mais j'ai trouvé quand même des éléments intéressants, comme le premier cellulaire Motorola Dynatac 8000X a été mis sur le marché pour la somme de 4000 US, quand même abordable. Ça s'est passé en 1983. Pour les fans de sport, les Redskins ont battu les Dolphins pendant le Super Bowl. Pour les fans de hockey, les Islanders ont gagné leur 4e Coupe Stanley. On remercie Mike Bossy pour tous ses efforts. Et pour une saveur un peu plus locale, les Nordiques de Québec ont réalisé un des plus gros échanges de leur histoire en échangeant André Savard. Maintenant qu'on a mis la table pour qu'est-ce que c'est en 1983, on revient au projet. À l'époque, c'est un complexe immobilier de 2 tours jumelles, pas jumelles, 2 tours sœurs, qui ne sont pas jumelles. Donc, à l'époque, le bâtiment s'appelle le complexe Maisonneuve. OK, c'est 2 tours liées par la base par un basilaire. Bâtiment de 128 mètres de hauteur, 28 étages. Comme Sébastien l'a mentionné, c'est situé au cœur du quartier international de Montréal, en face du parc Square Victoria. L'architecte à l'époque, c'était Sylvia Gottwald-Tapar. Et le mur rideau, c'est d'une fabrication et conception de la compagnie Zimcar, qui était une compagnie québécoise à l'époque et qui ont fait faillite au fil des années. Petite arborescence des moments clés dans le projet. 2015, c'est le début vraiment des expertises sur l'enveloppe du bâtiment. J'ai eu la chance d'être impliqué dès cette époque-là sur les expertises. Ensuite, en 2019, une acquisition par Kevrick. En fait, 2020, il y a eu le début des études de faisabilité. Conception, on commence en 2021. Le chantier commence en 2023. Pendant le chantier, il y a eu le déménagement du locataire principal, qui était la Banque nationale, dans leurs nouveaux espaces. 2024, c'est le début du chantier pour la portion podium. Et techniquement, 2025, c'est la fin des chantiers pour l'ensemble de la tour et du podium. Bon, ici, j'ai un petit vidéo qui est gracieuseté du client pour vous expliquer vraiment de manière très, très graphique et très imagée c'est quoi le projet. Puis après ça, je vais revenir sur plusieurs items qui sont partagés dans la vidéo. Donc, la vidéo vous permet d'un peu plus apprécier la modification du bâtiment. Puis je vais mettre en phase sur modification parce qu'on ne vient pas le dénaturer. OK, là, on va le voir un peu plus loin. On vient vraiment garder l'esprit d'origine architecturale. On garde un peu les mêmes lignes architecturales parce qu'il y avait des contraintes au niveau de l'octroi des permis parce que le concept de base, c'est quand même 2 tours similaires ou 2 tours sœurs. Donc, on ne veut pas dénaturer le concept. Donc, c'est très important de garder certains éléments. Donc, quand on parle du mur rideau et de la modification qui ont été faites, le gros changement, en fait, là, on le voit ici là, sur les deux images, c'est qu'à la base, la modulation du mur rideau, c'était 2 panneaux tympans, 1 panneau vision. Dans le projet, on a inversé le ratio. On est allé à 2 panneaux vision, 1 panneau tympan, principalement pour donner plus de luminosité, plus de vision sur les étages. Mais au final, ça représentait quand même beaucoup de quantité de matériel à modifier, à changer ou à remplacer. Donc, au départ, on avait 2600 unités scellées ou des IGU. On avait 6100 tympans. En cours de route, on a inversé le ratio. Donc, on tombe avec 2600 tympans, mais 5200 unités scellées. On a réduit par le fait même le nombre de panneaux tympans puis le nombre de backpans sur l'ensemble du projet. Il y a aussi là, un bandeau vertical ici, l'envers, là, pour ajouter un élément signature sur le concept de la tour. Donc ça, c'est des grosses modifications esthétiques. Et on va parler plus tard des modifications techniques parce qu'on a vraiment complètement changé la fonction de ce mur rideau-là. Donc ici, on a une vue en élévation de la configuration d'origine. Je vais vous présenter des détails d'origine pour vous aider à comprendre et mettre la table sur la discussion plus technique qui va arriver plus loin dans la présentation, là. Donc, on a eu la chance vraiment, puis je mets le mot chance en majuscule, d'avoir accès au dessin d'atelier d'origine du bâtiment.
Donc, les dessins d'atelier de Zimcore. Là, ici, on a une image claire. OK, on va le mettre en évidence. Elle est claire. Mais on avait d'autres détails qui étaient plus difficiles. Donc, on a retracé, on a eu accès à toutes les informations, la géométrie des pièces, les types de produits, aussi au niveau des méthodes de fabrication, méthodes d'assemblage. Donc, ça nous a vraiment donné un énorme boost dans le projet parce que ça nous a facilité beaucoup de travail pour ce qui s'en venait par la suite, là. Le mur rideau, la façon qu'il fonctionne, c'est un mur rideau conventionnel. Donc, c'est un mur rideau avec des plaques à pression et des capuchons décoratifs. La façon que le mur rideau est installé, c'est par suspension. Donc, on a l'ancrage gravitaire qui est ici. Donc, le module est en suspension vers le bas. Donc, l'ancrage qui est ici, qui est une cornière qui relie le meneau à la charpente structurale du bâtiment. C'est simplement une cornière en acier. Ici, on a des manchons qui font la liaison entre les différents modules qui, eux, représentent principalement la retenue latérale du système. Cette façon-là, on ne l'a pas changée, on la conserve dans le projet, évidemment, parce que c'est beaucoup trop complexe de changer cet item-là. Au niveau des détails, ici, on focus sur la base des unités scellées. Donc, c'est un système avec des panneaux de tympan en aluminium et avec des ancrages qui sont dissimulés à l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, on a un Nelson stud, ce qu'on appelle, qui est une tige filetée en aluminium qui est soudée à l'endos du panneau et tous les éléments sont cachés derrière le mur rideau, donc en arrière des panneaux tympans. Donc, à cet emplacement précis-là, on a un joint de contrôle qui est systématique à tous les étages. Donc, le joint de contrôle permet d'absorber la dilatation, contraction du système, mais aussi le mouvement de la structure. Donc, par exemple, s'il y a un fluage des dalles, le système de double meneau open back va prendre cette dilatation ou le mouvement ici. Et les panneaux sont accrochés sur les plaques à pression. Ça, c'est un item qui est important de retenir. On a différentes plaques à pression selon différents détails. Donc, par exemple, ici, on a le détail qui est médian. Donc, les panneaux sont vraiment glissés sur les plaques à pression comme un peu un système de mâle-femelle. Et ce qui est ultra important de prendre en considération, c'est que les panneaux sont installés en série. Par exemple, le panneau du bas est installé avant le panneau du haut. Donc, pour retirer une unité scellée qui est ici, il faut enlever 3 panneaux, ce qui est un peu contre-intuitif et ce qui rend le projet de réfection vraiment compliqué parce qu'on a beaucoup de manutention de produits et surtout de poids à cause des panneaux tympans. Je mets en phase aussi sur les éléments qui sont en gras. Là, je vais revenir ici en arrière. C'est systématique sur le projet. Donc, pour le joint de contrôle, on a le joint de PDM qui fait la liaison étanche à l'air entre les deux meneaux. On a un système de bris thermique ici qui est installé directement à l'endos de la plaque à pression, qui est un bris thermique en PVC très mince, représentatif de la technologie qui était employée à l'époque. Et le gros désavantage, quand Sébastien mentionnait que le mur rideau au niveau thermique était vraiment pas très performant, le gros problème qu'on avait ici, c'était ce fameux retour ici à l'épaule qui agit comme un filler, qui est une continuité de la backpan qui est en acier uniquement. Donc, on a d'énormes ponts thermiques au niveau des tympans, ce qui réduit la performance générale des tympans. Donc, ça, c'est encore une fois, on a le même genre de détails ici là, pour la transition médiane. Et quand on arrive à la tête des portions vision, c'est un peu le même système avec une géométrie différente au niveau de la plaque à pression, parce que le panneau vient s'insérer dans la plaque à pression. Pour certains détails, on a aussi une structure en acier qui est dissimulée à l'intérieur des meneaux. Au niveau des meneaux verticaux, c'est un peu plus facile dans un sens parce qu'on a des meneaux, on va dire, conventionnels. Donc ça, pas mal tout le monde saisit c'est quoi. Par contre, on a aussi des meneaux qui servent de rail de lavage pour la nacelle permanente au toit. Donc, la nacelle a un patin avec une espèce de pad on va dire en plastique ou en PVC qu'on va glisser à l'intérieur de ce rail-là et qui va coulisser tout le long de la tour, qui va faire la retenue latérale au niveau de la nacelle. Cet item-là est extrêmement complexe à changer et à modifier parce qu'il y a un très, très gros rôle structural au niveau de la nacelle. Et évidemment, à cause de la géométrie, on a des coins un petit peu bizarroïdes où ce qui intègre en même temps un angle et le rail de lavage, simplement pour complexifier le projet dans le but d'une réfection. On a aussi au niveau des étages inférieurs, là, je crois que c'est 3 et 4, là, si je me souviens bien, un détail de persienne. OK, donc encore une fois, c'est un système de mur rideau avec une persienne qui vient mourir tout simplement dans le mur rideau. Donc, on ne réinvente pas la roue, c'est similaire, ça ressemble beaucoup au backpan ou aux sections vision.
Au niveau des panneaux, ça ici, c'est la présentation du panneau du haut et du panneau du bas. Comme je mentionnais, il y a des Nelson studs qui sont soudés à même le panneau qui viennent prendre des raidisseurs ou les ancrages des panneaux. Ici, au niveau des jambages, on a des attaches coulissantes qui viennent s'insérer au niveau des plaques à pression. Donc, la méthode d'installation des panneaux est quand même assez complexe et on ne voulait pas trop y toucher dans le cadre du projet parce qu'il y avait quand même beaucoup d'engineering et de modifications à faire au système existant. Maintenant, pour la portion, les enjeux techniques, il y en avait quand même plusieurs. Ici, j'en ai listé 4, puis qu'on va quand même faire un deep dive au niveau de ces items-là. Donc, il y a principalement l'amélioration des performances de l'enveloppe. On le sait d'avance, il y avait beaucoup de problématiques, il y avait des pathologies, il y avait des éléments qui étaient représentatifs des techniques de construction, mais il y avait aussi une installation d'origine déficiente. OK, donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Un des très, très gros drivers du projet était la réduction des déchets qui sont générés par les travaux. Ensuite, il y avait la méthode d'accès aux façades, la volonté du client d'aller chercher une certification carboneutre, la volonté du client en même temps d'aller améliorer l'expérience client et finalement de récupérer au maximum les éléments du mur rideau, par exemple le vitrage existant. On va commencer par expliquer c'est quoi la performance du mur rideau. Donc là, on va y aller avec un jargon un peu plus technique. Donc, au niveau de l'étanchéité à l'air, c'était quand même pas si pire que ça parce qu'on parle quand même d'un mur rideau qui était simplement des sections fixes. Donc, on avait un taux d'infiltration de 0,124 litres par seconde par mètre carré, ce qui représente quand même un bon niveau pour un mur rideau qui date de 40 ans. On a aussi fait des essais avec notre partenaire UL pour documenter aussi la résistance à la pénétration d'eau. Là, je vais mettre un petit bémol ici là, parce que sur l'échantillon qu'on voit sur la photo, on a réussi à atteindre le niveau le plus élevé au niveau des performances d'étanchéité à l'eau, mais on sait qu'un peu partout sur la tour, il y avait des infiltrations d'eau. Donc, cet échantillon-là était très, très bon en termes d'étanchéité, mais on jugeait que ce n'était pas représentatif du projet parce que malheureusement, il y avait des infiltrations d'eau un peu partout. Puis on voit des signes sur les photos que je vais vous présenter plus loin. On voit des signes de rétention puis d'infiltration d'eau dans le système. Au niveau de la performance thermique, encore une fois, on a deux types de modules, 1,5 m et 2,2 m de large. Les valeurs U ici, c'est quand même très technique, là, mais c'est quand même pas des résistances thermiques incroyables. Donc, on voyait déjà là, que le système avait des défaillances au niveau de la résistance thermique. Donc, si on fait un récapitulatif quand même assez général des problématiques du mur rideau, on avait des faibles performances thermiques. L'étanchéité à l'air, on va qualifier de déficiente parce qu'il y avait des points très précis où il y avait des défaillances, par exemple le joint de dilatation. On avait des problématiques importantes de rétention d'eau, des problématiques importantes d'infiltration d'eau, une dégradation significative des backpans ou des bacs métalliques, des dispositifs de drainage et d'aération qui sont complètement inefficaces et une corrosion systématique des vis de fixation des plaques à pression. Donc, quand on enlève les panneaux tympans, c'est ce qu'on retrouve à l'arrière. Donc, on voit vraiment un problème de rétention d'eau à l'arrière des panneaux tympans. Les backpans, il y a beaucoup, beaucoup de corrosion. Donc, il y a de la corrosion sur la rive, mais aussi sur la portion profonde des bacs. Il y a même à certains endroits où on avait littéralement des trous, ce qu'on voyait à l'intérieur. Donc, on n'avait aucune étanchéité à l'air et à l'eau pour ces endroits-là. On a une accumulation importante de sel ou de calcium sur les éléments du mur rideau. Donc, il y a une calcification des vis, des plaques à pression et surtout des gasquettes, ce qui rend, on va dire, ça ajoute une dimension un peu plus complexe dans le projet. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. On a aussi des dispositifs de drainage qui sont non fonctionnels. Donc, partout autour des unités scellées ou des backpans, on a des cavités de drainage. Les cavités étaient complètement bloquées par du scellant. À la limite, c'est quasiment surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de problèmes que ça avec une installation aussi déficiente à la base. Puis on voyait là aussi sur la rive des verres une accumulation de dépôts végétalisés, là, ce qui témoignait vraiment d'une rétention excessive d'eau dans le système. C'est sûr qu'en voyant ces images-là, probablement que le premier réflexe, c'est on se dit, on fait quoi? Mais nous aussi, on s'est posé ces questions-là. Puis ici, ben, on s'entend que ce n'est pas ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas un Band-Aid. On voulait avoir vraiment une solution qui était durable, qui allait être fonctionnelle, puis qu'on voulait acheter un autre 40 ans au mur rideau. Donc, c'est quelques questions qu'on s'est posées. Par exemple, est-ce que c'est possible d'adopter une approche de durabilité avec un mur rideau qui date de 40 ans? Est-ce qu'on peut sauver ce mur rideau-là? Qu'est-ce qui peut être sauvé? Qu'est-ce qu'on peut conserver? Puis,
Aussi, est-ce qu'on est en mesure de faire les travaux sans trop perturber les activités intérieures? Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait des locataires, il y avait des gens qui travaillaient dans cette tour-là, il y avait des gens qui étaient présents au day-to-day, donc les travaux ne devaient pas perturber les opérations, ou du moins le plus possible. Et le dernier point, est-ce qu'on est en mesure d'incorporer des nouvelles technologies, des nouveaux systèmes, des nouveaux produits dans un mur rideau de Zimcore qui a été fait avec une ancienne technologie, une ancienne façon de faire qui date des années 80. Donc, on a eu deux options sur la table. Il y a beaucoup de stock sur la diapositive. On ne va pas le regarder au complet, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on a eu l'option revitalisation versus l'option reconstruction. Et quand on a fait le pour et le contre, on a analysé le budget, l'échéancier, on a regardé vraiment les éléments techniques, on s'est rendu compte que l'option 1 est possible. Elle est complexe, mais elle est possible. Puis ça fitait avec les orientations du client, puis avec les mœurs du projet, où ce qu'on voulait mettre de l'avant un projet, on va dire, environnemental, disons, avec une conscience environnementale assez significative. Donc, on était en mesure de garder plusieurs éléments. Donc, dans les éléments qui ont été conservés, tous les dispositifs d'ancrage du mur rideau, on a gardé la trame structurale, on a gardé les connexions structurales des meneaux, on a gardé les panneaux tympans supérieurs, parce que ceux du bas ont été remplacés par des unités scellées, unités scellées. On a conservé les rails de lavage de la nacelle parce que c'était trop compliqué de les changer, puis il y avait quand même différentes implications à ce niveau-là. Et on a gardé certains capuchons décoratifs. Ce qu'on a remplacé, parce qu'on n'avait pas le choix de remplacer certains items, toutes les unités scellées du projet ont été remplacées. Parce qu'au début, en fait, on a fait comprendre rapidement à l'équipe de conception que environ 75% des interventions pour changer les unités scellées étaient déjà faites. On est mieux de les faire tout au même moment pour acheter du temps pour dire que le prochain round de remplacement va avoir lieu dans 30 ans. Ça représentait un investissement important du côté du client parce qu'il y avait quand même des remplacements qui étaient faits systématiques au fil du temps. Mais on s'est dit c'est le moment de le faire ou non parce que dans 5 ans, on va peut-être défaire ce qu'on vient de faire. Fait qu'on a décidé de changer l'ensemble des unités scellées. Les panneaux tympans inférieurs ont été remplacés. Toutes les garnitures d'étanchéité des plaques à pression ont été changées. Même chose pour les plaques à pression, parce qu'au début, on a voulu récupérer les plaques à pression, les nettoyer, mais il y avait tellement de calcium qui était aggloméré dans les rainures, ce qui faisait en sorte que le remplacement seulement des gasquettes était, extrêmement laborieux, 2, plus ou moins concluant, et il y avait même des risques de blessures parce qu'on essaie de nettoyer les rainures, et on pouvait simplement se blesser pendant l'intervention. Donc, on n'a pas eu le choix de remplacer les plaques à pression pour une question d'efficacité et de rendement. On a aussi remplacé le joint de dilatation qui représentait un point faible énorme sur le projet. On a changé le système coupe-feu au passage parce qu'on changeait aussi les backpans. Je vais vous montrer les images parce que ça a été quand même un bon casse-tête technique à ce niveau-là. Nouveau capuchon décoratif et finalement des nouvelles vis en acier inoxydable. Donc la liste est longue ici, mais la liste est longue ici, mais en proportion, ça ici est beaucoup plus de quantité de matériel sauvé versus la quantité de matériel qui a été remplacé. Ici, c'est le bloc pour les méthodes d'accès aux façades qui a été littéralement un game changer dans le projet. Donc, on parle du système qui est conçu et installé par Umbrella. Donc, on peut le voir. En fait, c'est l'élément le plus marquant du projet quand on se promène dans le Vieux-Montréal. Ça ressemble à une grosse soucoupe volante qui vient ceinturer la tour. Cette façon de travailler-là est extrêmement conviviale pour les usagers. C'est une plateforme qui est sur 2 niveaux, suspendue par le toit. Puis là, je vais vous montrer une petite vidéo, ce qu'on va mieux le comprendre tantôt. Et à l'intérieur, on est protégé des intempéries. Les ouvriers peuvent travailler beau temps, mauvais temps. Ils ventent, il fait pas beau, il y a de la neige. L'impact sur les travaux est minime. On est en mesure de faire vraiment des stations de travail très efficaces avec un travail à la chaîne, un peu comme ce qu'on peut avoir au niveau d'un travail en usine. Donc, c'est plus rapide. On ne perturbe presque pas les activités intérieures. On est en mesure de faire une séquence de travaux rapide. On complète 2 étages sur une séquence de 15 jours, plus ou moins, avec tous les composants. Donc, ça a vraiment été un gros game changer. Et à l'intérieur, c'est très confortable pour les usagers. S'il fait chaud, il y a l'air climatisé. S'il fait froid, il y a du chauffage. Donc, c'est vraiment une bonne méthode de travail et ça a amélioré énormément l'efficacité sur le projet. Puis ça a même amené le projet à un autre niveau en termes de qualité, là. Donc, ici, j'ai une petite vidéo pour vous montrer exactement avec un drone, c'est quoi la plateforme Umbrella.
Donc, on voit la structure qui est suspendue par le toit avec des suspentes qui est attachée au toit avec des suspentes qui descendent vers le bas. Et on remarque des mâts, OK, où on en voit un ici sur l'image, des mâts pour des plateformes hydrauliques. Donc, c'est important de comprendre que toute la machinerie, tout l'équipement, tout le matériel est approvisionné par l'extérieur. Donc, il y a des loading docks au sol. On monte par des plateformes hydrauliques dans la plateforme Umbrella. Donc, on minimise au maximum la circulation à l'intérieur. On ne veut pas perturber les occupants. Donc, tout se fait de l'extérieur et c'est vraiment la magie avec ce système-là. Puis, à mon avis, c'est quelque chose qu'on devrait reproduire pour d'autres projets de ce type-là. Mais je vais en reparler un peu plus tard. Autre item qui est très, très important, c'est la certification carboneutre du projet. Pour ceux qui ne connaissent pas la certification carboneutre, c'est simplement une preuve de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau engagement, qui est le niveau de base, qu'on qualifie, mettons, de niveau de bronze, perfectionnement, qui est le niveau argent, et le certifié, qui est le niveau or, qui est le top au niveau de la liste. Au niveau bronze, c'est simplement comprendre l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre pour le projet. Ensuite, le niveau argent, c'est on a compris c'est quoi. Maintenant, on ajoute des initiatives où on vise à réduire de 25 à 90 ce qui a été produit. Et finalement, le niveau or, c'est qu'on vise à compenser la totalité de ce qui a été produit pour le projet. Donc, pour la cible, pour le projet, la cible était le niveau or. Et les efforts qui ont été déployés jusqu'à maintenant ont permis d'atteindre, même de dépasser les exigences du niveau or. Puis les initiatives qui ont été mises de l'avant par le propriétaire, c'est une transformation d'un immeuble existant plutôt qu'une nouvelle construction. Donc, on sauve énormément de matériaux qui sont destinés au site d'enfouissement. On va focuser sur un mur rideau à haute performance versus l'existant. Il va y avoir aussi une installation de stores motorisés à l'intérieur pour aider le système mécanique. Et il va y avoir aussi un nouveau système de vapeur qui est axé sur des sources d'énergie renouvelables pour ajouter une dimension encore plus écologique au projet. Qui dit aussi réduction des gaz à effet de serre implique aussi une réduction de l'empreinte carbone. Donc, il y a aussi une réduction de l'empreinte intrinsèque et opérationnelle du carbone. C'est quand même très technique, là, je ne vais pas aller en détail là-dedans, mais il y a quand même eu d'autres initiatives que seulement travailler sur l'enveloppe pour le projet. Quand on parlait de l'amélioration d'expérience client, évidemment, il y a l'augmentation de la luminosité sur les étages. On offre des espaces adaptés aux nouvelles réalités. Ça va contribuer au retour du travail en présentiel. On améliore le confort des locataires ou des occupants avec une meilleure performance thermique, une réduction de l'inconfort lié, exemple, au mouvement de l'air au travers de l'enveloppe. Il y a une magnifique vue sur le Vieux-Montréal et il y a au niveau aussi un hall d'entrée prestigieux. Et toutes ces initiatives-là ont permis d'attirer un locataire principal pour remplacer la Banque nationale qui avait quitté le bâtiment. Donc, on parle du CN, le Canadien national. Donc, ça, c'est un exemple de les efforts qu'on donne sur un projet peuvent être compensés autrement que par les initiatives environnementales, par des crédits carbone et des choses comme ça. C'est vraiment une bonne façon de mettre de l'avant un projet juste par le branding du projet. Là. Et ici, on a un exemple de rendu pour faire comprendre rapidement c'est quoi la nouvelle réalité au niveau des étages. Donc, c'est un rendu qui a été fait par l'équipe d'architecture. Et du côté intérieur, on a ce qui était projeté et ce qui était réalisé. Donc, on va vraiment, c'est sûr que c'est brut, là, et ce n'est pas aménagé pour les locataires encore, mais on a une très, très belle vue sur la rive sud, sur le fleuve, sur le Vieux-Montréal. Donc, on change complètement l'expérience qu'on avait avant sur un étage avec seulement une rangée d'unités scellées. Là, au niveau du hall, c'est le même principe. On a vraiment une vue axée sur le Square Victoria. Le hall, c'est un petit peu différent. C'est un nouveau système complètement parce qu'on vient changer la volumétrie et la géométrie un petit peu. Donc, c'est un nouveau système pre-glaze, mais qui va venir quand même se connecter sur le système existant de la tour. Au niveau de la récupération du vitrage, aussi une belle initiative pour le projet. Il y a une récupération de la totalité des vitrages existants par le groupe Bellemare. Donc, on a récupéré plus de 200 tonnes qui ont servi à être transformées en fait pour venir faire des fibres de verre qui vont être utilisées à une multiple application dans le domaine de la construction. Donc, c'est un autre élément. Oui, on a changé les unités scellées, mais c'est un autre élément qui met en phase sur la récupération des matériels. On aurait pu simplement les mettre aux poubelles. On a récupéré le matériel au maximum. Maintenant, la portion la plus technique et probablement la plus intéressante du projet, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour l'optimiser. OK?
On a amélioré le comportement thermique de l'enveloppe simplement en changeant les backpans. OK, on a modifié l'élément à l'épaulement du meneau. Donc, on a eu une réduction importante des risques de condensation, une réduction importante de la consommation d'énergie, réduction des demandes en chauffage et en climatisation en été et en hiver. Et l'élément qui était, à notre avis, le plus, on va dire, sous-estimé dans le projet, parce qu'on partait quand même avec une étanchéité à l'air déjà très bonne à la base, on a eu une amélioration incroyable de l'étanchéité à l'air sur le système. Donc, on est parti de 0,124 litres par seconde par mètre carré à un taux de 0,036 litres par seconde par mètre carré. Et juste pour vous mettre en considération, ce taux-là peut être comparable à un nouveau mur rideau installé maintenant, un pre-glazed system, par exemple. Donc, avoir un taux aussi bon avec un mur rideau qui a été installé dans le temps que le Canadien de Montréal était très bon, c'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment un élément contributeur qui a été sous-estimé et peut-être même qui n'était pas attendu dans le projet. Au niveau des détails d'exécution, comme je l'expliquais, le gros changement a été ici. On a remplacé, ça peut paraître banal, là, mais on a quand même eu des très gros gains thermiques à ce niveau-là. On a essayé aussi de récupérer les backpans à la base en simplement en rénovant en fait, la base ou la portion endommagée. On a eu beaucoup de difficultés à le faire. Au niveau de l'exécution, il y avait plusieurs nœuds techniques. On a finalement opté pour le changer tout simplement. On a remplacé la membrane qui est ici. On a restauré tout le système de drainage du système. On a changé les garnitures, le bris thermique. Donc, on est vraiment revitalisé au complet le mur rideau. Mais on a toujours gardé les mêmes systèmes d'ancrage pour les panneaux. Donc, on n'a pas changé ça parce qu'on récupère les panneaux. On a juste modifié peut-être les connexions boulonnées qui étaient en arrière pour acheter un peu plus de durée de vie. Mais les panneaux restent les mêmes. Ils ont été nettoyés pour les amener avec un meilleur aspect esthétique, mais c'est toujours les mêmes panneaux. Et étant donné qu'on avait des meneaux de type open back, ici, on est venu fermer en fait l'ouverture parce que maintenant, c'est une portion qui était vitrée versus une portion qui était à l'époque fermée par un bac métallique. Ce que ça représente en chantier, donc là, ici, on a une vue finale des panneaux avec la double rangée de verre, avec les panneaux tympans qui sont nettoyés. Donc ça, c'est chacune des étapes. Donc une fois que les panneaux tympans sont enlevés, c'est la vue qu'on a, en fait, et qu'on voit aussi au niveau des planchers des étages. Donc, particularité vraiment intéressante, c'est que dans le projet, on a dû changer le système coupe-feu. Typiquement, puis la façon, on va dire, la plus standard de faire quand on fait un projet de mur rideau et ce qu'on a évalué au début, c'est de faire une backpan en deux sections. Donc, on installe la base, on installe le système coupe-feu et on installe le haut de la backpan. C'est laborieux, on vient interrompre le plan d'étanchéité au niveau de la backpan. Donc, il y a des faiblesses. Donc, on ne voulait pas y aller avec cette façon de faire-là. On a travaillé fort avec Hilti pour y aller avec un système qui est préfabriqué. Donc, on appelle ça une brique à feu, littéralement, où on va venir installer la brique sur la rive du plancher et on a un élément qui est double encollé ici, qui va venir se coller à l'endos de la backpan. Une fois qu'on va l'installer, la brique, elle va être compressée. Donc, on a été en mesure d'installer un seul bac métallique au lieu d'avoir deux portions et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable de le faire de cette façon-là. Quand on parle aussi de travailler avec l'existant, on doit mentionner aussi beaucoup de nettoyage des surfaces. Le système à l'époque utilisait un magnifique produit nommé du Polychim, qui est du ruban de butyle. Ça se nettoie vraiment pas bien. Donc, on a dû mettre beaucoup d'efforts sur le nettoyage pour ramener l'aluminium le plus sain possible dans le but d'installer le nouveau dispositif d'étanchéité. Donc, ça a été quand même assez laborieux. Une fois que le nettoyage est fait, ensuite, les ouvriers sont en mesure de travailler à l'intérieur pour revenir réinstaller les nouvelles unités scellées, refaire les nouveaux dispositifs d'étanchéité, reprendre toutes les étapes d'installation des vitrages. Donc, ici, on a différentes étapes, puis on voit que les ouvriers fonctionnent de manière très confortable. On est suspendu dans les airs sur ces photos-là. Autre élément prioritaire sur le projet, ici on voit le fameux joint de contrôle où on a les deux meneaux interrompus, les deux open back. On est venu installer une membrane de silicone qui est très, très performante, qui est très souple. Donc, on n'a aucune interruption, qui est vraiment complètement... On ne peut même pas comparer avec le système d'origine qui est à base de PDM, qui était tout fendu, tout décollé. Donc, cette nouvelle membrane-là est vraiment
user-friendly, puis elle est facile d'installer, puis elle est très, très durable dans le temps. Donc, ça a été très bien pour le projet. Et finalement, on vient réinstaller tous les éléments, les plaques à pression, les fillers au périmètre, dans le but de venir réinstaller les panneaux tympans par la suite, là. Donc, c'est vraiment quelques images pour vous expliquer très haut niveau le projet. Il y a quand même vraiment des particularités au niveau de la recette, là, mais c'est les grandes étapes du projet. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce projet-là repose énormément sur l'exécution en chantier, l'exécution manuelle. On a des humains, il y a beaucoup de scellants, par exemple. C'est important de comprendre que le risque d'erreur est quand même important, même si on met une emphase extrêmement importante sur l'exécution, il va y avoir des erreurs. Donc, le client nous a demandé, en fait, de faire un contrôle qualité intensif et en permanence sur le chantier. Donc, moi, j'ai quelqu'un de mon équipe qui est inspectrice, qui inspecte littéralement chaque pouce carré avec un microscope sur le projet. Il y a des listes de qualité, de contrôle qualité qui ont été mises sur pied et que chaque baie est inspectée et validée avant de venir mettre la finition. Donc, c'est important que le contrôle qualité soit vraiment bien réalisé parce qu'ici, on le voit très bien, là, si le client voulait payer pour un petit cupcake en forme de mouton, ben, il aurait pu avoir ce genre de cupcake-là. Il est peut-être super bon, mais visuellement, ce n'est pas du tout la même chose, là. Donc, le contrôle qualité a pris une dimension vraiment importante sur le projet, là. Pour conclure, je suis tombé sur cet article-là pendant que je faisais la construction de la présentation. Puis, à mon avis, c'est vraiment un exemple probant sur pourquoi on fait ce genre de projet-là. Pourquoi on met autant d'efforts sur conserver un mur rideau. Parce qu'on aurait pu simplement dire « Ah, c'est trop compliqué, on va démolir puis on va refaire une nouvelle enveloppe ». Ce que cet article-là dit, c'est qu'en ce moment, un rapport de l'ONU mentionne qu'en 2023, il y a eu une augmentation des gaz à effet de serre, donc une augmentation de 1,2 par rapport à 2022, puis que le scénario actuel vise une augmentation des températures de 3,1 degrés Celsius versus ce qui était prévu à la base. Donc, ce que ça veut simplement dire, c'est que c'est des initiatives comme ce projet-là qui visent à réduire l'empreinte écologique, l'empreinte environnementale, on réduit les gaz à effet de serre, mais on aide à inverser cette tendance-là qui est ici. Donc, moi, j'ai envie de vous poser quelques questions pour terminer. Tu sais, pourquoi on mise sur la résilience et la durabilité? On a eu un exemple avec l'article. Comment qu'on adapte nos bâtiments aux futurs changements climatiques? Parce que ce que je peux vous garantir, c'est que les 40 dernières années ne seront pas les mêmes que les 40 prochaines années. Est-ce qu'on va se retrouver complètement chamboulé avec un climat de Floride, par exemple? Non, mais il va y avoir une modification du comportement. Comment on est en mesure de forcer la récupération des matériaux dans nos projets? Parce que je pense que ce n'est pas seulement en misant sur les incitatifs budgétaires ou les réductions d'impôts, des choses comme ça, qu'on va arriver à ces objectifs-là. Je pense qu'il faut aller pousser la machine plus loin. Comment on valorise les initiatives environnementales? Je pense qu'avec le déménagement du CN, par exemple, c'est une bonne façon de valoriser ces initiatives-là environnementales. Comment on peut simplement mieux construire? Parce que je suis convaincu que ce projet-là est un exemple. Est-ce que c'est le meilleur exemple? Non, ça va évoluer dans le temps. Il va y avoir des choses qui vont être faites différemment, mais c'est un des premiers, je pense même le premier gros projet de réfection ou de revitalisation de murs rideaux au Québec. Et j'ai vraiment le goût que ça soit pris comme exemple puis qu'on véhicule cet exemple-là dans le futur. Parce que pour moi, ici, c'est important cette question-là, comment on valorise le patrimoine bâti. Parce que je suis un peu tanné dans un sens d'entendre la réflexion, on va démolir parce que c'est plus facile, ça coûte moins cher. On devrait changer complètement cette façon de faire-là. Puis je pense que c'est important que, comme professionnel, comme manufacturier, comme client, comme entrepreneur, on accepte le challenge, on pousse la machine plus loin, puis on change la façon de faire en construction au Québec. Pour moi, c'est rendu un no-brainer, là. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous avez besoin d'aide sur vos projets, ça va me faire plaisir de vous accompagner. On est en mesure de construire mieux au Québec, puis ce projet-là, c'est vraiment un bon exemple à mon avis. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.